Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour la sixième édition des Cafés de l'Histoire. Alors, le concept, il est simple, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Les Cafés de l'Histoire, c'est une idée qui a été impulsée par le groupe de travail d'Histoire, qui consiste à vous faire découvrir le passé de la CIM, le passé du territoire, sur un format court de 30 minutes. Aujourd'hui, cette sixième édition, elle va porter sur l'épopée du nucléaire et elle est animée par Teva Meyer et Régis Boula. Pour les présenter rapidement, Teva Meyer est maître de conférence en géopolitique et géographie à l'UHA et Régis Boula est maître de conférence en histoire contemporaine à l'UHA également. Voilà, merci à tous d'avoir répondu encore une fois présent pour cette sixième édition et je vais laisser maintenant la parole aux conférenciers. Merci. Merci beaucoup, Elisa. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais simplement ajouter dans la présentation de mon collègue Teva Meyer, que je remercie d'être là aujourd'hui, qu'il est également porteur d'un certain nombre de projets scientifiques sur ces questions de nucléaire, dont il est vraiment le grand spécialiste en France, notamment un projet Histoire et mémoire des essais nucléaires en Polynésie, et puis d'autre part un projet sur le devenir de ce territoire de Fessenheim après la fermeture de la centrale. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une première question relative aux origines de cette centrale de Fessenheim. Puisque à partir de décembre 1964, la presse alsacienne frémit de bruit qui évoque la construction possible d'une centrale dans la région. Alors, le lieu n'est encore pas tout à fait localisé, mais les réunions qui ont lieu à la préfecture entre le préfet Picard, à l'époque, d'une part, et un certain nombre de grands patrons mulhousiens, d'autre part, et sont empreintes de discrétion. Les patrons mulhousiens ont peur qu'une région, je cite, plus influente, ne réussissent à capter cette centrale qu'ils appellent de leur vœu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Théva, sur les origines de cette centrale? Alors, bien sûr. Alors, sur les origines de la centrale, cette question, elle appelle une réponse à plusieurs échelles. Pourquoi est-ce qu'on décide d'implanter une centrale nucléaire à Fessenheim? Alors, à une échelle très fine, il y a d'abord une réponse qui est technique. Une centrale nucléaire, c'est une industrie qui a besoin majoritairement de deux choses. D'abord, c'est de l'eau en apport sécurisé en température et en volume pour se refroidir. Et elle a besoin d'un sol assez large et surtout stable pour accueillir des infrastructures qui sont très lourdes. Et justement, eh bien, le long du canal d'Alsace permettait d'offrir ces deux besoins. Donc, on a d'abord un élément qui est technique. De l'autre côté, si on monte en échelle, on a un élément qui est aussi tout simplement économique. Fessenheim n'était pas la seule centrale nucléaire prévue dans cette région, dans le Rhin supérieur, entre Bâle et Strasbourg, puisqu'au total, 12 réacteurs nucléaires devaient être construits entre Strasbourg et Bâle. Et les deux réacteurs nucléaires de Fessenheim en sont finalement les uniques descendants, puisque aucun des autres réacteurs ne sera construit en raison des mobilisations militantes. D'ailleurs, à Fessenheim, on devait avoir non pas deux, mais quatre réacteurs nucléaires. Et d'ailleurs, on trouve encore les traces du foncier qui avait été sanctuarisé pour. Et la troisième raison qui va avec ça, c'est une raison très politique. Tout simplement, se placer à Fessenheim, ça permettait d'un côté de limiter les risques d'implantation d'une centrale nucléaire, une technologie dont on ne maîtrisait pas la totalité et qu'on pouvait du coup partager le coût politique et le coût financier avec les industriels allemands d'un côté et suisses de l'autre, qui seront participants à la construction et au financement de la centrale. Et de l'autre côté, bien évidemment, Fessenheim était aussi un objet politique de réconciliation franco-allemande, comme l'ont pu l'être les barrages hydroélectriques sur l'Europe. Ouais. Alors justement, comment ça se passe avec nos camarades allemands et suisses? Est-ce qu'ils sont tout de suite partants sur le projet ou est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de résistance parmi certains de ces acteurs? Alors non, il y aura des résistances, bien évidemment. Le militantisme anti-nucléaire dans la vallée du Rhin supérieur, il va naître autour surtout d'un autre projet de centrale nucléaire du côté de nos camarades allemands, une commune qu'on appelle Wil am Kaiserstuhl. D'ailleurs, à l'époque, la mobilisation est d'abord portée par des vignerons qui craignent de voir une centrale nucléaire s'implanter à proximité de leur exploitation. Donc, on a un militantisme anti-nucléaire transnational, franco-allemand, suisse, qui se construit dans fin des années 60, début des années 70.
Ce militantisme, il va avoir plusieurs retentissements importants. D'un côté, il va permettre une redécouverte culturelle à la manique, franco-allemande et suisse. On va se parler ensemble en allemand, on va redécouvrir une langue commune. Et il va avoir une autre conséquence, c'est qu'il va faire naître des personnalités politiques. On va voir naître dans ces militantistes une personnalité politique, du côté allemand, du côté français aussi. Par exemple, il y a une personne, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Solange Fernex, qui est une des principales meneuses du militantisme antinucléaire côté français, qui deviendra une des leaders du Parti écologiste français bien plus tard en 1984. Donc on a un militantisme franco-allemand qui se construit, qui a une moins bonne attache côté de Fessenheim, il faut le dire, aussi parce que EDF est déjà implanté dans la commune, il y a déjà un barrage hydroélectrique, donc les attaches sont un peu plus difficiles à avoir. Néanmoins, on va quand même avoir des événements assez importants à Fessenheim. On va avoir une des premières grandes manifestations antinucléaires, mais aussi, et c'est un point qui est souvent oublié, la centrale nucléaire sera touchée par un attentat en 1975. On attaquera la centrale nucléaire à la bombe. Sera revendiqué par un commando qui s'appelle lui-même le commando Ulrike Meinhof, du nom de la militante de la fraction Armée Rouge. Cet attentat, il sera un des nombreux attentats qui ont touché les intérêts nucléaires en France, parce qu'on tend à l'oublier. Il y a quand même eu 57 attaques au total en France entre 1975 et 1990 sur des intérêts nucléaires français sur le territoire français, qui cumuleront avec l'attaque au lance-roquettes contre Super Phoenix en 1982. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Alors, on en vient progressivement au démarrage des travaux de la centrale, qui commence pour la première tranche en septembre 71 et en février 72, si mes souvenirs sont bons, pour la deuxième, enfin qui devait être au départ que la deuxième, qui donnera 2 supplémentaires, mais ça sera finalement la dernière tranche. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les caractéristiques, je dirais, techniques de cette centrale, et puis peut-être également quelques mots, parce que tu évoquais comme aspect important la localisation géographique, peut-être quelques mots sur la sismicité de ce territoire et les mesures qu'on prend pour pallier au pire. Alors, il y a d'abord un point technique et historico-technique qui est intéressant. Le premier point, il est que la centrale nucléaire de Fessenheim est ce qu'on appelle une tête de série. On parle souvent de la notion de tête de série pour l'EPR de Flamanville. Fessenheim, c'est aussi une tête de série. C'est la première de son genre qu'on construit en France. Ça, c'est un premier point. Et c'est le résultat, en fait, d'un conflit historique qu'il y a dans l'industrie nucléaire française et qui opposait des parties prenantes de 2 types de réacteurs. D'un côté, des réacteurs qu'on appelle uranium naturel graphite gaz, qui étaient plutôt soutenus par le Commissariat à l'énergie atomique, et de l'autre côté, les réacteurs qu'on appelle à eau pressurisée, qui étaient plutôt soutenus par EDF. Au début, Fessenheim devait être un réacteur UNGG, uranium naturel graphite gaz, et il est devenu un réacteur à eau pressurisée au moment du décès de Charles de Gaulle, parce que de Gaulle était favorable aux UNGG, Pompidou était favorable à l'eau pressurisée, et donc on est passé à ce point-là. Donc, on a pris une technologie qui est américaine. C'est un point qui est intéressant. Fessenheim, c'est une technologie américaine. On a acheté des brevets auprès d'une entreprise qui s'appelle Westinghouse, dont on a payé des licences jusque dans les années 90. Donc, cette centrale nucléaire, elle est tête de série. Donc, ça, c'est un point qui est important à garder en tête. D'un point de vue des éléments techniques, effectivement, le territoire de Fessenheim, c'est un territoire qui, de l'extérieur, peut être perçu comme cumulant des risques. On a un risque de sismicité. La centrale nucléaire a été construite pour résister à un niveau de séisme qu'on a pris en compte dès les débuts. On a d'autres types de risques. On a une centrale nucléaire qui est située en contrebas du canal. Vous voyez peut-être derrière moi le canal d'Alsace, la centrale nucléaire de Fessenheim. Elle est située 7 mètres en dessous du canal. Donc, risque d'inondation qui est aussi potentiel. Et l'autre point au niveau des risques qui sont à garder aussi en tête, derrière moi, de l'autre côté de la centrale nucléaire de Fessenheim, nous avions un aéroport de l'OTAN, l'aéroport de Bremgarten, qui était juste en face de la centrale, avec des risques d'écrasement d'avions. Donc, on a eu une multitude de risques qui ont été pris en compte au fur et à mesure. La centrale, il faut le dire, de ses aspects techniques, elle n'a pas trop connu de grands incidents pendant sa vie. La question que j'allais poser, oui. Ouais, il n'y a pas eu d'incident particulier pendant la vie de la centrale ou d'incident de haut niveau, comme on peut appeler.
On a eu des incidents qui ont été très médiatisés. Par exemple, en 2003, pendant la canicule, la grande canicule de 2003, la température est assez élevée dans le réacteur. On va arroser de l'extérieur le réacteur pour le refroidir. Ça fera une très mauvaise presse à EDF, mais sinon, on n'a pas eu d'éléments plus importants. Toujours sur cette centrale et son fonctionnement. Alors, ce qui m'avait frappé quand on avait visité les deux, c'était la fois l'ordre, la propreté. Enfin, on avait l'impression d'être dans un labo, enfin pas une salle blanche, mais enfin quand même des hauts niveaux d'hygiène, de propreté et d'organisation. Est-ce que tu peux nous dire combien de personnes ont au maximum travaillé dans la centrale? Je pense que c'est important parce que ça implique tout le territoire qu'il y a autour et je pense que c'est important de souligner ce point. Alors, la centrale nucléaire de Fessenheim, c'est 850 agents permanents d'EDF, donc des personnes qui étaient sous contrat d'EDF, et approximativement 1000 à 1200 équivalents temps plein de contractuels, de sous-traitants. Donc, il faut aussi toujours faire la part des choses entre les moments, on va dire, normaux de fonctionnement d'une centrale nucléaire et les moments de maintenance, ce que vous entendez des fois parler sous le nom aussi de grand carénage, qui sont ces grands moments de maintenance, où là, on a un volume de salariés qui est beaucoup plus élevé. Mais il faut garder en tête approximativement 850 salariés complets, permanents de la centrale, sous contrat EDF, et à côté, ces sous-traitants qui seront peut-être plus touchés par la fermeture de la centrale que les salariés d'EDF en même temps. Un point qui est aussi important à garder en tête, c'est que quand on construit la centrale nucléaire de Fessenheim, on n'a pas sur place la main-d'œuvre. On n'a pas la main-d'œuvre capable, non pas de construire la centrale, mais de l'exploiter, de l'opérer. Donc, on va faire venir des salariés. Bien souvent, on va faire venir des grands pôles de formation que sont la région lyonnaise et la région parisienne. Ces gens vont migrer en Alsace avec des fois leur famille, avec des fois des enfants. Et donc, on va avoir une transformation sociale et démographique complète de cette commune. Fessenheim, il faut comprendre, quand on l'a construit, c'est une très petite commune rurale en déprise de population. On est à la fin de l'exode rural quand la centrale se construit. Elle perd beaucoup de population et là, on a un outil technique qui arrive, qui transforme la population. On a des salariés dont les revenus sont beaucoup plus élevés. On a des salariés dont les niveaux d'études sont beaucoup plus élevés. Et ça va avoir des conséquences très directes techniques. Je prends toujours un exemple parce qu'il fait généralement sourire les gens. Pendant très longtemps, Fessenheim, ça a été un des bastions du Parti communiste en Alsace et un des bastions du Parti socialiste en Alsace, tout simplement parce qu'on avait cette place de la CGT très importante chez les salariés du nucléaire. Et donc, l'arrivée de ces employés, ça a transformé politiquement, culturellement, économiquement le territoire. Très bien. Et d'ailleurs, on peut noter au passage que la section CGT a jusqu'au bout été très active, y compris jusque sur les réseaux sociaux, pour, avec des arguments tout à fait pertinents, défendre jusqu'au dernier moment cette centrale. Et du coup, ça nous fait peut-être migrer sur une autre question qui va peut-être nous intéresser un moment, puisque c'est un feuilleton avec plein de rebondissements qui a duré quand même pas mal de temps. C'est comment on en est arrivé à prendre la décision de fermer cette centrale. Alors, je sais que ça avait été une promesse de campagne de François Hollande au moment de la campagne de 2012. Bon, il y a eu pas mal de rebondissements dans les années qui ont suivi. Est-ce qu'on pourrait faire un point, et en prenant notre temps, parce qu'on a le temps, en fait, pour faire un point dépassionné sur tout ce processus qui a amené à fermer la centrale l'année dernière? Alors, bien sûr, il y a un discours qui est très souvent répété, qui présente la fermeture de Fessenheim comme un outil électoraliste. Finalement, c'est la partie d'un accord qui a été signé. Et il est réel, cet accord, il a été signé entre le Parti socialiste et les écologistes, un accord cadre pour les élections législatives. Néanmoins, dire ça, c'est invisibiliser le fait que la fermeture de Fessenheim était un enjeu au sein du Parti socialiste depuis déjà plusieurs années, depuis une bonne dizaine d'années. C'était une question qui était débattue pendant les congrès du PS par certains tenants. Le fameux passage à 50% d'énergie nucléaire en France, c'est une position qui existe dans le Parti socialiste depuis la fin des années 80, début des années 90. Donc, c'est un débat qu'on a pendant longtemps au sein du Parti socialiste. La fermeture de Fessenheim, elle avait été amenée dans les débats dès 2007
par Ségolène Royal pendant le deuxième tour de l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Fessenheim devient un vrai enjeu politique. Jusqu'à présent, c'est une centrale nucléaire qui n'avait pas une vie politique très importante depuis la catastrophe de Tchernobyl. Elle était passée un peu sous les radars. Mais la politisation de l'enjeu politique, de la politisation de l'enjeu de Fessenheim arrive à partir de 2007 et il va culminer bien évidemment pendant les élections de 2000. Je fais une petite incise en précisant que finalement, dès les années 70, il y a une opposition très forte du Parti socialiste à la centrale et au nucléaire en général, non pas pour des arguments écologiques qui ne sont pas forcément leur préoccupation en ce moment-là, mais pour des arguments plus politiques, puisque le nucléaire dit renforcement de l'État et de ces du commissariat à l'énergie atomique, enfin bon, de toutes ces structures des grands corps, des grands ingénieurs sur la société. Donc, c'est les arguments qui sont à l'époque avancés. On est très, très loin des arguments écologistes. Pardon. Absolument. Et d'ailleurs, dans cette dynamique, le milieu syndical, et en particulier la CFDT, a eu une influence importante. La CFDT ayant pendant longtemps soutenu une position non pas anti-nucléaire, mais opposée à la politique du tout nucléaire. Et donc, du coup, avait une approche beaucoup plus critique. Donc, on a cet écosystème où finalement Fessenheim revient souvent dans les débats internes aux partis politiques, mais 2007, puis 2012 va faire de Fessenheim une question quasiment identitaire pour une partie de la sphère politique à droite. Pour l'UMP, la centrale de Fessenheim va devenir un objet d'opposition pour contrer le discours, le narratif qui est porté par le Parti socialiste. Et donc, à partir des élections de 2007-2012, Fessenheim reprend cet élan. Donc, François Hollande pose comme promesse de campagne la fermeture de la centrale. Il est élu, il annonce la fermeture de la centrale. Néanmoins, là arrive un problème juridique majeur, qui est que depuis les années 90, le marché de l'électricité européen est libéralisé. Et Électricité de France n'est plus une entreprise publique, dans le terme d'une régie d'électricité. Et donc, l'État n'a pas légalement le droit de fermer la centrale nucléaire. La centrale nucléaire ne peut fermer que sous deux conditions. La première, l'autorité de sûreté nucléaire considère qu'elle n'est plus assez sûre, et donc la ferme pour des raisons de sécurité. La deuxième, l'opérateur de la centrale nucléaire décide d'elle-même de fermer la centrale pour des raisons qui lui sont propres, économiques, etc., etc. Et donc, à plusieurs reprises, des décrets de fermeture vont être tentés d'être passés. Ségolène Royal en a tenté d'en faire passer. À chaque fois, ces propositions ont été cassées, puisque tout simplement pas légal vis-à-vis de l'organisation juridique du marché de l'électricité en France. Donc, il faudra un processus extrêmement long, juridique, politique, à l'intérieur d'EDF, avec des négociations sur les indemnités de fermeture de la centrale nucléaire entre l'État et l'opérateur de la centrale, pour arriver finalement à une décision et à une fermeture effective qui ne prendra lieu que 8 ans après la promesse électorale qui est faite par François Hollande. Donc cette longueur du temps, c'est une question avant tout qui est une question juridique. C'est une problématique juridique. Et il y a eu quelques crispations d'acteurs politiques, y compris de grands élus régionaux, franc-comtois, allemands ou suisses, également à la suite de la catastrophe de Fukushima, qui je crois a été une espèce de palier auprès de l'opinion publique. Tout à fait. Puis on a rapidement fait des parallèles entre Fessenheim et Fukushima, pour les raisons dont on discutait auparavant, c'est-à-dire que zone sismique, situation en dessous du niveau de l'apport d'eau, et donc on a rapidement fait le parallèle, risque de séisme, risque d'inondation, problème pour la centrale nucléaire. Donc c'est vrai que la centrale est rapidement revenue sur le débat, plus le fait bien évidemment que c'était la plus ancienne en France. Ce n'est pas la plus ancienne de la région, les centrales suisses sont plus anciennes. Alors, on en arrive finalement à cette déconnexion du réacteur numéro 1 qui a lieu en février 2020. La déconnexion du réacteur numéro 2 a eu, je crois, lieu au mois de juin, enfin fin mai, début juin 2020, je ne me rappelle plus exactement. Et alors, on est cette fois, on est entré depuis dans un processus qui va être celui de fermeture progressive du site. Et j'aimerais que ce sera la dernière question, qu'on s'y arrête également un peu. Que va devenir ce site de Fessenheim et quelle est l'échelle de temps en jeu? Alors, à nouveau, je suis désolé, c'est le géographe qui va parler.
il faut qu'on fasse la distinction entre ce qui relève du site de la centrale et de ce qu'on a appelé le territoire de la centrale. Donc, le site de la centrale nucléaire, son démantèlement, l'autorité de sûreté nucléaire a créé un calendrier qui envisage un démantèlement complet de la centrale, un retour à ce qu'on appelle au pré-vert, sous une période de temps qui va de 15 à 20 ans. Bien. Technologiquement, on sait qu'en France, on arrive à démanteler la centrale nucléaire. Néanmoins, les expériences d'autres sites de démantèlement montrent que la temporalité est beaucoup plus longue. Si on prend le cas de Brénilly, par exemple, en Bretagne, dans les Monts d'Arrée, c'est une centrale qui a arrêté en 1982 et dont le démantèlement n'est pas encore terminé. Pourquoi est-ce que ça prend tellement de temps? Ce n'est pas uniquement des questions techniques, c'est à nouveau aussi des questions légales. C'est-à-dire qu'un démantèlement, ça demande une procédure légale complexe qui est des fois arrêtée et bloquée par des jeux d'acteurs, du militantisme qui vont essayer de jouer là-dessus. Donc ça va prendre un peu de temps. Le site de la centrale en lui-même, bien évidemment, il a des intérêts techniques, stratégiques, il est bien placé au bord du canal, il a des réseaux électriques qui sont déjà en présence, donc on peut les réutiliser. Néanmoins, il a deux problèmes. Enfin, vous en êtes pas, mais le premier problème, c'est que le site appartient à EDF. Donc, c'est à EDF de décider finalement de ce qu'il veut faire de ce site. Et un des projets qui a été avancé, c'est la mise en place de ce qui s'appelle un technocentre, c'est-à-dire une usine de fonte de déchets métalliques très faiblement radioactifs, pour en parler. Ça, c'est un des projets qui est pour le site. L'autre problème qu'il y a, c'est que, et là je reviens en arrière, tout au début on disait qu'il y avait deux autres réacteurs qui devaient être construits. Ces autres réacteurs n'ont jamais été construits, néanmoins leur emprise a été fermée par des grilles et la nature s'est développée. Il y a même des cerfs, non? Il y a des animaux, il y a des cerfs. Il y a des sangliers, et il y a peu de temps, on a découvert aussi une espèce endémique de batraciens, ce qui complique la réutilisation industrielle du site. Donc ça, c'est pour le territoire de la centrale en elle-même, dont là, la reconversion peut prendre du temps parce que tout simplement, il faut libérer l'espace. L'autre espace, l'autre échelle, c'est celle du territoire de la centrale. Qu'est-ce qu'on va appeler le territoire de la centrale? C'est l'échelle, l'espace qui a été économiquement, démographiquement transformé par la présence de la centrale. Là, l'État français a mis en place, à partir de 2018, ce qui s'appelle le projet de territoire, qui est en fait très traditionnellement, comme on sait le faire en France, un plan d'aménagement où l'État arrive avec une somme d'argent et demande aux acteurs du territoire de faire remonter des projets. Donc, les acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, la M2A, le département, la région, des entreprises, des comités de communes, des communes, ont fait remonter des propositions qui sont extrêmement variées. Ça va d'un côté… Tu peux nous en dire justement, oui. nous en dire quelques mots. On a, par exemple, on a la mise en place d'une zone franche. Une zone franche à côté de la centrale nucléaire qui s'appelle EcoRENA, avec l'espoir d'attirer des nouveaux industriels. On va avoir la mise en place de parcs de panneaux solaires, de sites de méthanisation. La ville de Mulhouse, enfin la M2A, avait comme objectif de faire passer un projet de géothermie. Dans les Vosges, on essaie de faire financer un projet de mise à niveau d'un barrage, d'une STEP, un barrage hydroélectrique Lac Noir, Lac Blanc. Donc, on a beaucoup de projets qui, comme vous le voyez, pour une part, sont autour de la question des énergies, mais on a aussi des projets qui sont plus autour de la question du désenclavement du territoire. Donc, on a un refinancement, par exemple, d'une ligne de chemin de fer entre Colmar et Fribourg. On a un réaménagement du port de Colmar. On a la construction, très tendue comme question, la construction d'une route parallèle entre l'autoroute allemande et l'autoroute française, qui fait conflit. Si jamais vous vous aventurez dans cette région, vous verrez qu'il y a des petits panneaux et des petites banderoles partout qui s'y opposent. Mais donc, pour l'instant, on a beaucoup de petits projets qui, pour certains, et c'est une critique qui est très souvent amenée, ne font pas projet en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de propositions qui ne font pas projet de territoire en eux-mêmes et projet de reconversion en eux-mêmes. Et on a l'impression d'assister davantage à un effet d'aubaine qu'à des projets sérieux liés à la spécificité du passé nucléaire du territoire dont on parle. Absolument, il y a une question qui est derrière, qui nous intéresse beaucoup à l'UHA, qui est que faire de cette mémoire, de ce patrimoine industriel, ce patrimoine ouvrier, un demi-siècle de travail de patrimoine ouvrier autour d'une centrale nucléaire. C'est une histoire politique, mais c'est aussi une histoire sociale, industrielle,
Que conserve-t-on de cette histoire? Qu'est-ce qu'on maintient? J'ai tendance personnellement à penser qu'une transition énergétique, ce n'est pas une rupture. Il faut conserver une mémoire. Sans présence d'une mémoire, on a souvent des transitions qui sont trop conflictuelles et qui, du coup, ne sont pas efficaces. Donc, il y a cette question qui est importante. Il y a une autre question qu'on n'a pas abordée, mais qui est aussi importante, qui est celle de la fiscalité. Ces territoires ont reçu une fiscalité assez importante pendant ce demi-siècle. Et du jour au lendemain, cette fiscalité s'arrête. Pire encore, la fiscalité s'arrête, mais l'État demande toujours à la commune de rembourser le fonds de péréquation. Donc, le flux continue dans un sens, mais n'arrive plus dans l'autre. Et là, on a un débat politique qui est très fort. D'ailleurs, si vous vous baladez dans ces communes, il y a des panneaux le long des mairies et des banderoles le long des mairies qui interpellent l'État pour trouver une solution à cette question financière qui est en train d'être solutionnée déjà. Très bien, merci beaucoup Théva. La page est donc loin d'être tournée et ça nous promet encore voilà, des échanges intéressants pour les années à venir. Elisa, je me tourne vers vous pour les questions qui, j'imagine, Oui, merci beaucoup à tous les deux pour ces informations extrêmement intéressantes et passionnantes. Alors oui, maintenant, on va laisser place aux questions. Donc, les participants, n'hésitez surtout pas à mettre vos questions dans le chat. J'en ai déjà vu une passer, alors hop, je la reprends. Donc, une question de Monsieur Bischoff. Pourquoi est-on passé de 12 réacteurs prévus initialement à 2 et plus particulièrement de 4 à 2 à Fessenheim? Alors, le passage de 12 déjà à 4, il est principalement dû à l'arrêt et à l'abandon des projets allemands. Donc, la mobilisation côté allemand a été tellement importante, que ce soit autour de Wilhelm-Kaiserstuhl, mais aussi côté de nos camarades suisses dans une commune qui s'appelle Kaiserhochst. La mobilisation était tellement importante que les porteurs de projets, qui étaient des porteurs de projets publics, parce que c'était porté par le Land du Bade-Württemberg, ont abandonné. Tardivement, parce que c'est dans les années 80, c'est en 1984 officiellement que les projets sont abandonnés. Donc c'est quand même assez tardif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est que, donc pourquoi de 4 à 2 côté français? Et bien absolument parce que, à nouveau, la mobilisation était beaucoup trop forte et d'autres sites en France étaient mobilisables plus facilement pour construire ces centrales, ces réacteurs restants. Et les besoins électriques dans la région étaient pas assez forts pour nécessiter forcément d'avoir ces 2 réacteurs. En sachant bien, c'est un point qui est important, vous voyez derrière moi les lignes THT de la centrale nucléaire de Fessenheim. La centrale n'alimente pas l'Alsace. L'Alsace alimente très bien avec ses barrages hydroélectriques. La centrale alimente principalement l'ouest de la France et surtout la région parisienne, le centre de la France. D'ailleurs, une des questions qui est très souvent amenée, c'est quand vous êtes sur place, vous voyez les lignes THT qui filent et qui traversent les Vosges. Et ça, c'est dans les débats militants, c'est quelque chose qui revient très souvent en disant la centrale, elle n'est pas alsacienne, elle va alimenter le reste de la France. Donc, c'est une question de militantisme, mais c'est aussi une question économique, industrielle et économique qui a été prise. Alors, je vois une autre question de Monsieur Droit. A-t-on l'expérience en France ou à l'étranger de reconversion de sites nucléaires qui ont bien réussi? Alors ça, c'est une excellente question et malheureusement, je ne peux que dire non. Pas qu'on n'ait pas de reconversions qui ont bien réussi, mais nous n'avons malheureusement pas assez de retours d'expertise sur des fermetures de sites complets. C'est-à-dire qu'on a des retours d'expertise sur la fermeture d'un réacteur nucléaire, mais jamais de la fermeture d'une centrale complète. Les seuls cas qu'on a sont… Alors, on a quelques cas allemands qui sont très, très spécifiques. Par exemple, la centrale nucléaire de Greifswald en ex-RDA qui a été fermée et qui est en démantèlement, qui est en reconversion. On a quelques cas américains, mais malheureusement, ces cas ne nous permettent pas d'avoir des retours d'expérience pour comprendre comment on peut reconvertir un territoire autour d'une centrale nucléaire. Et là, il faut aussi amener un point qui est très spécifique, c'est que les centrales nucléaires françaises ont transformé leur territoire comme quasiment aucune autre dans le monde. Pour une raison d'abord simple, qui est que les centrales nucléaires françaises ont été installées dans des zones rurales, éloignées majoritairement des villes, et donc avec une influence politique très forte autour. Elles ont alimenté économiquement, financièrement le territoire beaucoup plus que toutes les autres, et donc la transformation est unique. Et donc les retours d'expertise qu'on a ne sont pas suffisants. J'ai tendance à dire que Fessenheim, on a tendance à dire aussi avec mon collègue et ami Régis que Fessenheim, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire des futurs démantèlements qui ne manqueront pas d'arrivée de centrales nucléaires. Alors, merci. Dernière question
Depuis l'arrêt de Fessenheim, d'où viennent désormais les flux électriques qui compensent le tiers d'électricité qui manque à l'Alsace, l'hydro assurant environ les 2 tiers du besoin? Alors, cette question, elle est un peu, tendue parce que il est toujours extrêmement compliqué dans un réseau électrique qui est interconnecté de donner une nationalité ou une provenance géographique aux électrons qui traversent les lignes. Donc, c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on sait, c'est que, bien évidemment, ça dépend de la période. La fluctuation saisonnière des apports électriques côté alsacien, elle est assez importante. Et donc, du coup, on a deux sources. Hein. On a de temps à autre une source d'importation côté allemande, qui, des fois, en hiver, en fait, vient de Suisse, parce qu'on va racheter l'électricité que les Suisses turbinent depuis leurs barrages hivernaux. De temps à autre, elle vient de l'intérieur, enfin, du reste de la France et des autres centrales nucléaires. Donc, c'est difficile de donner une réponse qui est vraiment arrêtée. Néanmoins, le réseau est particulièrement bien interconnecté. Hein. Le réseau alsacien, par sa situation au centre de l'Europe, au centre de la France, est très, très bien interconnecté. Et donc, on a une compensation assez facile de cette diminution de la production. Pardon. Eh bien, écoutez, il est 9h30. Donc, je vous remercie d'avoir répondu présent pour cette 6e édition. Merci également aux intervenants. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine édition des Cafés de l'Histoire. Merci à tous. Merci, au revoir. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.